Une production, Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Il y a quelques semaines, je vous proposais le premier épisode d'une nouvelle série consacrée aux pensées qui ont marqué le XXe siècle. J'évoquais la figure de Freud et sa découverte décisive de l'inconscient. J'avais envie de raviver dans vos esprits ces grands noms, parfois un peu trop figés et poussiéreux, dont les concepts ont pourtant incroyablement marqué notre temps. Plus que jamais, j'ai envie de jouer mon modeste rôle de transmetteuse et de replacer ces figures en vous proposant de redonner vie à ces auteurs dont les textes et les écrits ont façonné nos pensées et nos manières de vivre, bien plus qu'on ne le mesure. Pour poursuivre cette série, remontons à nouveau le temps et allons à la rencontre de deux figures incontournables, les dénommés Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Leurs noms ont façonné la philosophie du XXe siècle. Mais qu'ont-ils à nous dire ? Et pourquoi sont-ils pertinents pour le monde d'aujourd'hui ? Paris, 1945. La guerre à peine terminée, un couple de philosophes, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, décident de créer une grande revue politico-littéraire. Dès les premiers numéros, les temps modernes apparaissent à la fois comme une arme de combat politique et un instrument de recherche théorique. Leur ambition est à la mesure de leur engagement. Sartre et Beauvoir se sont rencontrés en 1929, alors qu'ils préparaient l'agrégation de philosophie. Résolument complices, libres dans leur vie et dans leur prise de parole, ils incarnent à la fois les modèles de l'union libre et celle de l'intellectuel engagé. C'est donc ensemble qu'ils vont diriger les temps modernes, ce qui, vous allez le voir, ne les empêchera pas de produire leurs pensées respectives. L'engagement ne surgit pas tout de suite dans la vie de Jean-Paul Sartre. Dans les années 30, au contraire, il se tient plutôt à l'écart des grands événements du monde. Puis, prisonnier de guerre en 1939, il est transféré en Allemagne. C'est là qu'il découvre la solidarité et les devoirs envers la communauté. En 1944, riche de cette expérience, il est convaincu qu'il doit intervenir dans la vie politique. C'est pour cela qu'avec sa compagne, Simone de Beauvoir, il renonce à l'enseignement pour se consacrer à l'écriture et à la direction des temps modernes. Le couple va rapidement devenir mythique et fédérer à ses côtés plusieurs figures de l'intelligentsia de la libération, notamment à Paris. Les profils autour d'eux sont multiples et on imagine aisément l'effervescence des conversations. Il y a des philosophes comme Maurice Merleau-Ponty, Raymond Aron, l'ethnologue Michel Liéris, l'éditeur Jean Paulhan, et ainsi de suite. La revue est imprégnée par l'existentialisme défendu par Sartre.
Nous allons en parler dans quelques instants. Mais en somme, pour lui, l'homme est contraint d'assumer sa liberté. L'homme est pleinement responsable de ses choix devant les autres, mais aussi devant lui-même. Les intellectuels doivent donc assumer eux aussi leurs responsabilités, à savoir promouvoir l'amélioration de la condition humaine. Dans son texte de présentation du numéro 1 des temps modernes, il écrit ces mots qui résument habilement la démarche. Notre préoccupation doit être de servir la littérature en lui infusant un sang nouveau, tout autant que de servir la collectivité en essayant de lui donner la littérature qui lui convient. La revue relaye donc tous les grands débats idéologiques de l'époque. Anticolonialisme, marxisme, féminisme, capitalisme. La littérature et l'histoire ne sont pas mises à l'écart. Les temps modernes permettent au contraire au public de découvrir de nouveaux auteurs, comme Samuel Beckett, Francis Ponge, Nathalie Sarraute ou Aimé Césaire. C'est une incroyable aventure intellectuelle, une aventure totale et ambitieuse. Transmettre, éduquer, donner des clés de compréhension aux individus, éclairer le monde et l'esprit des hommes. Voilà la mission que Sartre et Beauvoir se sont fixée. On ne peut pas mener une vie correcte dans une société qui ne l'est pas, déclare Simone de Beauvoir en 1954. Il faut donc transformer la société pour accéder à la sérénité. Loin de l'individualisme dans lequel nous sommes parfois un peu trop plongés, la démarche se veut globale. L'homme vit dans le monde et ne peut lui être indifférent. Mais tout ce travail ne peut se comprendre que si l'on prend le temps de décortiquer le courant philosophique sur lequel l'édifice repose, à savoir, comme je l'évoquais, l'existentialisme. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais il est précieux d'en préciser les contours. L'existentialisme n'est pas une simple doctrine philosophique. Il s'agit plutôt d'une attitude face aux grandes interrogations de la vie et au sens qu'on peut leur donner. Il va marquer durablement les esprits. Vous allez assez rapidement saisir pourquoi en découvrant les grands principes. Le tout premier principe de l'existentialisme est que l'homme est condamné à être libre. Jean-Paul Sartre met en scène ce constat dans une bonne part de ses textes philosophiques, mais aussi de ses romans. Avouons-le, hier comme aujourd'hui, nous ressentons une incertitude fondamentale devant le sens, ou plutôt le non-sens de l'existence. Pourquoi sommes-nous là ? Qu'avons-nous à faire sur cette terre ? Qu'avons-nous à saisir ? Ne pas trouver de réponse nous conduit à l'angoisse. Sartre pose en somme une question majeure, d'autant plus majeure au regard du contexte dans lequel il écrit. Un contexte marqué par la guerre, la déportation, la résistance. Qu'est-ce qu'exister pour un être doté d'une conscience dans un monde d'où Dieu semble s'être définitivement retiré ? Faut-il, oui ou non, s'engager ? Quels sont les devoirs d'un individu ? Ces questions profondes, ces questions existentielles, conduisent le philosophe à une conviction. L'homme choisit toujours ce qu'il est et ce qu'il fait. Résistant ou collaborateur, lâche ou héroïque, personne ne peut se chercher d'excuses qui l'aurait contraint à être ce qu'il est devenu. Au fond de l'être réside un principe infini de liberté. C'est confrontant, n'est-ce pas ? Le second principe repose sur l'idée de l'existence et de l'essence. Sartre s'en explique dans une conférence qu'il donne en 1945. L'existentialisme est un humanisme, et qui sera publié en 1946. Un objet technique, mettons une tasse, avant même d'être fabriqué, est conçu par son artisan dans sa forme, dans son utilité, dans sa structure.
Son essence précède donc son existence. En somme, ma tasse a pour essence d'être une tasse, et elle va exister en tant que telle. Évidemment, pour les hommes et les femmes, la situation est complètement inverse. Nous venons au monde sans essence. Nous ne sommes pas, selon Sartre, destinés à quoi que ce soit. Aucun déterminisme, aucun instinct ne nous oblige absolument à telle ou telle action. Notre existence précède toujours notre essence. Nous pouvons toujours choisir de faire telle chose plutôt que telle autre. Mais on ne le peut pas seulement, on le doit. Et oui, notre vie humaine consiste à choisir la personne que l'on veut être, avec certaines qualités plutôt que d'autres. Nul ne peut prétexter la neutralité ou la passivité, car elle serait encore un choix. Pas simple non plus, n'est-ce pas? Retenons cette pensée, aussi libératrice que glaçante. L'homme, sans appui et sans secours, est condamné à chaque instant à inventer l'homme, nous dit Sartre en 1945. La liberté humaine est donc absolue, tout comme la responsabilité de chacun devant sa propre conscience. Chacun de nos actes ne dépend que de nous et de nous seuls. Devant cette charge écrasante, la tentation est grande de rechercher un échappatoire, un prétexte qui nous soulagerait de tous les tourments, une bonne petite porte de sortie. Et c'est ici qu'apparaît un concept que nous connaissons tous assez bien, il me semble, la mauvaise foi. La mauvaise foi désigne chez Sartre le mensonge, qui consiste à ne nous affirmer libres que lorsque cela nous arrange, et au contraire, à nous chercher des excuses, les circonstances, le milieu familial, la malchance, le temps, lorsque nous voulons fuir nos responsabilités, quand nous refusons d'assumer nos erreurs ou nos fautes. Pour achever cette présentation, avant de passer à Simone de Beauvoir, je ne résiste pas à l'envie de vous lire cet extrait que j'ai déjà mentionné dans ce podcast et qui, je crois, a le pouvoir de réveiller plus d'un d'entre nous. La doctrine que je vous présente déclare « Il n'y a de réalité que dans l'action ». Elle va plus loin d'ailleurs, puisqu'elle ajoute « L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. D'après ceci, nous pouvons comprendre pourquoi notre doctrine fait horreur à un certain nombre de gens. Car souvent, ils n'ont qu'une seule manière de supporter leur misère, c'est de penser « Les circonstances ont été contre moi, je valais beaucoup mieux que ce que j'ai été. Bien sûr, je n'ai pas eu de grand amour ou de grande amitié, mais c'est parce que je n'ai pas rencontré un homme ou une femme qui en fussent dignes. Je n'ai pas écrit de très bons livres, c'est parce que je n'ai pas eu le loisir pour le faire. Je n'ai pas eu d'enfant à qui me dévouer, c'est parce que je n'ai pas trouvé l'homme avec lequel j'aurais pu faire ma vie. Sont restés donc chez moi, inemployés et entièrement viables, une foule de dispositions, d'inclinaisons, de possibilités qui me donnent une valeur que la simple série de mes actes ne permet pas d'inférer. » Or, en réalité, pour l'existentialiste, il n'y a pas d'amour autre que celui qui se construit. Il n'y a pas de possibilité d'amour autre que celle qui se manifeste dans un amour. Il n'y a pas de génie autre que celui qui s'exprime dans les œuvres d'art. Le génie de Proust, c'est la totalité des œuvres de Proust. Le génie de Racine, c'est la série de ses tragédies. En dehors de cela, il n'y a rien. Pourquoi attribuer à Racine la possibilité d'écrire une nouvelle tragédie puisque, précisément, il ne l'a pas écrite? Un homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n'y a rien. Évidemment, cette pensée peut paraître dure à quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, mais d'autre part, elle dispose les gens à comprendre que seule compte la réalité, que les rêves, les attentes, les espoirs permettent seulement de définir un homme comme rêve déçu,
comme espoir avorté, comme attente inutile. Sartre, dans l'existentialisme, est un humanisme. L'extrait est suffisamment dense et confrontant, mais vous comprenez certainement pourquoi tout cela est inspirant. Jean-Paul Sartre nous permet de nous poser cette question fondamentale, urgente, dérangeante, que je partage aujourd'hui avec vous. Que faisons-nous de notre liberté ? Si, comme le dit Sartre, l'homme ne se définit ni par sa naissance, ni par son inconscient, ni par une volonté divine, mais uniquement par ses actes, alors c'est à chaque seconde que nous réaffirmons qui nous sommes. Nous faisons face à chaque pas à nos décisions les plus décisives. Ce n'est donc pas seulement lorsque nous faisons un grand projet que nous nous définissons. Ce sont dans tous nos actes quotidiens. Saisissant, n'est-ce pas ? Et Simone de Beauvoir dans tout cela ? Prendre sa vie avec toute la responsabilité qu'elle suppose, voilà une proposition très forte pour le XXe siècle, mais aussi pour le nôtre. Après avoir passé près de 50 ans aux côtés de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir est sans nul doute une interlocutrice de choix lorsqu'il s'agit d'évoquer la difficulté d'être, et encore plus d'être une femme à l'ombre d'un homme. Ayant choisi de ne pas se marier, afin d'honorer un pacte conjugal liant la liberté à la confiance, les deux philosophes ont su réinventer les modalités amoureuses. Mais pour ce faire, il a surtout fallu repenser la position de la femme dans le couple, aussi bien que dans la société. Ce sont donc les contours de l'identité féminine que Simone de Beauvoir propose d'interroger. C'est un défi absolu pour le XXe siècle, et sans doute pour le nôtre. Être maîtresse de son quotidien. Voilà le cri poussé par Simone de Beauvoir lorsqu'elle publie son œuvre majeure, Le deuxième sexe, en 1949. Analysant avec lucidité la manière dont s'organisent les rapports entre les hommes et les femmes, elle parvient à formuler sa thèse, qui lui vaudra d'ailleurs des critiques sévères, et même une interdiction de l'Église catholique, avec au cœur du scandale un constat que l'inégalité entre les deux sexes est historiquement et idéologiquement construite. Évidemment, décortiquer les différentes étapes de ce cheminement, c'est permettre aux femmes de se détacher du déterminisme dans lequel elles sont plongées, afin qu'elles puissent reprendre possession de leur destin. Une longue somme d'habitudes impose à la femme de se sentir secondaire et de faire de cette position d'infériorité le socle sur lequel les femmes composent la plupart de leurs relations. Dans la première partie de son ouvrage, Mythe et réalité, c'est à cette charge ancestrale que Simone de Beauvoir se consacre. Elle se demande quelles influences les points de vue anthropologiques, biologiques, psychanalytiques, matérialistes, historiques et littéraires ont sur nos comportements. Dans chacune de ces analyses, elle dévoile le curieux mécanisme qui consiste à faire de la femme, à chaque fois, un individu singulier, toujours plus faible que l'homme. Pourtant, même si les différences biologiques sont réelles, rien ne saurait justifier l'établissement d'une hiérarchie dans laquelle l'homme serait supérieur à la femme. Simone de Beauvoir s'offusque du fait que de la biologie à l'histoire, tout soit toujours interprété du point de vue de l'homme, laissant la femme à l'écart, dans le repli de son intériorité. Cette partialité nous pousse à mettre en place des mythes, si puissants qu'il est difficile pour les femmes elles-mêmes de s'en défaire. C'est le cas, par exemple, de l'éternel féminin, du mythe de la mère, de la vierge, de la sacrifiée. En fixant des images illusoirement valorisantes sur les femmes, on les maintient dans leur hibernation. En gros, vous êtes formidable parce que vous laissez toute la place à un mari merveilleux. La femme parfaite est celle qui se fait transparente. Et comme le dit Simone de Beauvoir, personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité.
Au sein du second tome, Beauvoir cherche à détruire le cliché selon lequel les femmes sont nées femmes, c'est-à-dire conditionnées à une certaine attitude. On ne naît pas femme, on le devient. Pour Beauvoir, tout est une question d'endoctrinement social. Après s'être penchée sur les mythes, elle retrace l'éducation des femmes depuis l'enfance, en passant par l'adolescence jusque dans les relations sexuelles. À chaque étape, la philosophe illustre comment les femmes sont forcées d'abandonner leurs revendications, leurs désirs, leurs ambitions, au profit d'une acceptation, d'un rôle passif, laissant à l'homme le rôle actif. Elle étudie les rôles d'épouse, de mère et même de prostituée, montrant de quelle manière les femmes, au lieu de se dépasser par le travail et la créativité, sont réduites à des existences monotones, figées dans des rôles, maternants ou domestiques. Mais attention, la réflexion de Simone de Beauvoir n'est pas une leçon fixant de nouvelles contraintes ou établissant une norme. Au contraire, elle attire notre attention sur la question de la liberté. Ce qui est essentiel, c'est de choisir par soi-même, ni d'être ceci plutôt que cela, mais de le faire en affrontant sa destinée. L'enjeu est de décider ce que l'on veut être, non en tant que femme, mais en tant qu'homme, comme les autres. Ainsi, la femme ne doit plus être femme, autrement dit sexe inférieur. Elle doit se défaire des valeurs prédéterminées par la société. La proposition de Simone de Beauvoir, c'est donc de retrouver une conduite authentique, se détacher de l'assujettissement. Pour y parvenir, Beauvoir préconise la construction de soi. L'émancipation passe par des recommandations pratiques. Les femmes doivent pouvoir se développer à travers des projets qui leur sont propres et non uniquement pour les autres. Être une femme, c'est être en mesure de penser, d'agir, de travailler, de créer dans les mêmes conditions que les hommes. Au lieu de chercher à les dénigrer, elles se déclarent leur égale. Mais cette égalité se joue aussi dans les changements sociaux, tels que la contraception ou la liberté économique, qui offrent la possibilité aux femmes de tisser leur indépendance. Ici aussi, vous comprenez certainement pourquoi tout cela est inspirant pour notre siècle. Il s'agit de déconstruire pour mieux devenir. La proposition de Simone de Beauvoir va bien au-delà du cadre féministe. Elle suppose d'abord de saisir que nos comportements sont les fruits de construction et non d'un simple état de fait qui nous enferme. Mais cela implique aussi que notre identité d'humain repose sur un devenir que l'on construit. Pourquoi ne pas embrasser notre identité ? C'est en allant vers son risque que l'on est à soi-même. Elle résume son propos par des mots implacables. Pour faire de grandes choses, ce qui manque essentiellement à la femme d'aujourd'hui, c'est l'oubli de soi. Mais pour s'oublier, il faut d'abord être solidement assuré qu'on s'est d'ores et déjà trouvé. Nouvelle venue au monde des hommes, piètrement soutenue par eux, la femme est encore trop occupée à se chercher. Voilà ce qu'elle écrit dans Le Deuxième Sexe. Évidemment, il y aurait beaucoup encore à dire et à répondre à Sartre et à Beauvoir. Beaucoup de nuances à apporter, beaucoup d'exemples qui montrent les limites de notre maîtrise. Mais je crois que dans ces temps, obscurs et troublés, leurs pensées ont ceci de commun, qu'elles remettent l'homme fragilisé au cœur de l'action, au cœur de la construction. Elles nous montrent qu'on ne peut pas faire l'économie de notre responsabilité et de notre engagement si nous voulons survivre. Et je crois que nous en avons cruellement besoin. Si ces questions vous intéressent, en plus de lire L'existentialisme est un humanisme et Le Deuxième Sexe, je vous recommande le très brillant Devenir Beauvoir de Katia Kirkpatrick et l'indispensable Becherel Histoire de la philosophie, qui est un outil remarquablement précieux.
J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de redécouvrir ou de continuer à explorer le XXe siècle. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.